Bonjour, cette vidéo est consacrée au cortex cérébral et au sommeil. Voici le plan du cours. Tout d'abord, une définition et rôle du cortex cérébral, ensuite structure et neurones corticaux, rythme, veille, sommeil, les différents stades du sommeil, le sommeil paradoxal, le système neuronal impliqué dans le sommeil, le système activateur ascendant qui sera impliqué dans l'état de veille, veille, sommeil et chronobiologie, et enfin troubles du sommeil. Définition et rôle du cortex cérébral. Cortex cérébral ou écorce cérébrale désigne la substance grise périphérique des hémisphères cérébraux. C'est le siège des fonctions neurologiques élaborées comme l'intelligence, le mouvement volontaire, la sensibilité et la conscience. Il tient également un rôle indispensable dans les fonctions supérieures comme la mémoire et le langage. Structure de cortex cérébral, il y a 6 couches traversées verticalement par des colonnes ou modules. Alors, les cellules du cortex cérébral, couche 1, elle est moléculaire, elle contient essentiellement des fibres, c'est le lieu de contact entre axone et dendrite. Couche 2, elle est granulaire externe, il y a des neurones granulaires ou étoilés ou encore stellaires, c'est une couche réceptrice. La couche 3, c'est la couche pyramidale externe avec des cellules pyramidales, elle constitue la couche effectrice. La couche 4, les granulaires internes, c'est une couche réceptrice pour la sensibilité. La couche 5, c'est la couche pyramidale interne, c'est une couche effectrice pour la motricité. Et enfin, la couche 6 est polymorphe. Alors, sommeil, rythme veille-sommeil et horloge biologique. Les cycles veille-sommeil se produisent selon un rythme circadien avec une période de 24 heures. C'est-à-dire il y a une alternance de l'état de veille avec celui du sommeil. Et ça dure 24 heures. Cette périodicité est sous la dépendance de l'horloge biologique inscrite dans le patrimoine génétique. C'est pour ça qu'il y a des gens qui dorment beaucoup plus, d'autres beaucoup moins. Il y a des gens qui se lèvent tôt, d'autres qui se lèvent tard. Et du noyau suprachiasmatique de l'hypothalamus qui reçoit des influx de la rétine. En effet, à la tombée de la nuit, la mélatonine est sécrétée et favorise le sommeil. Durant l'obscurité, il n'y a pas de rayon au niveau de la rétine, donc il y aura par l'hypothalamus des informations au niveau de l'épiphyse qui va libérer la mélatonine qui va servir au sommeil. Alors, les différents stades de sommeil peuvent être mis en évidence grâce à l'EEG, l'EEG étant un appareil avec des électrodes et un système d'enregistrement qui nous permet de voir les différentes ondes. Lorsque l'on quitte l'état d'éveil, yeux fermés, nous entrons de manière consciente dans une phase d'endormissement A, où les ondes alpha se raréfient avant de disparaître. Nous atteignons graduellement les stades de sommeil B, c'est le stade 1 du sommeil, avec des ondes θ, puis C, stade 2, avec des ondes en fuseau et de large pointe, et finalement les stades D et E, ou stades 3 et 4, qui comportent des ondes delta. Alors, le sommeil paradoxal, un cycle de sommeil dure environ 90 minutes et se répète 4 à 5 fois par nuit. Dans ce cycle, il y a un sommeil REM, sommeil de rêve ou paradoxal. La plupart des muscles squelettiques sont relaxés, mais avec une augmentation des fréquences respiratoires et cardiaques, stimulation des organes génitaux, ainsi que des mouvements oculaires rapides qu'on appelle rapid eye movement. C'est le sommeil paradoxal avec des ondes rapides. Un cycle de sommeil, après l'état d'éveil au calme, on rentre dans la phase de sommeil. C'est un sommeil lent avec 4 stades, 1, 2, 3, 4, suivi du sommeil paradoxal et une phase intermédiaire qui n'est pas obligatoire. Ensuite, il y aura un nouveau cycle avec l'état d'éveil. Un cycle de sommeil dure 90 minutes en moyenne avec 60 à 75 minutes de sommeil lent et 15 à 20 minutes de sommeil paradoxal. Au fur et à mesure que l'on se rapproche du matin, la durée des phases du sommeil REM dépasse 30 minutes et celle du sommeil à ondes lentes tend à se raccourcir. Les nourrissons dorment environ
16 heures par jour, avec 50% de phases de sommeil REM. Les enfants dorment 10 heures par jour et les adultes 7 à 8 heures par jour ou 6 heures par jour chez les plus âgés. Dans ce cas, il y a 20% de phases de sommeil REM. Rôle du sommeil, le sommeil crée un équilibre énergétique, des réserves pour maintenir une température constante pour les activités diurnes et est important pour la récupération, le tri des informations et la mémoire. Les 3 premiers cycles du sommeil, qu'on appelle le noyau du sommeil, sont essentiels. Alors, le déroulé de la nuit, après l'état de veille, on passe à l'état de sommeil lent. Au début, il n'y a pratiquement pas de sommeil paradoxal, donc il y a le sommeil lent avec une phase légère, une phase assez profonde, avec les différents stades 1, 2, 3 et 4. Ensuite, il va y avoir pour les prochains cycles un peu plus de sommeil paradoxal, et à partir des premiers, deuxième et troisième cycles, on va voir que nous descendons moins dans le sommeil profond. Le système neuronal impliqué dans le sommeil, le système GABAergique de la zone ventrale de l'aire préoptique, VLPO, et du cortex cérébral. La cortistatine, qui est un neuropeptide aux propriétés hypnogènes sécrété par une population d'interneurones GABAergiques. La mélatonine, dont la sécrétion par l'épiphyse est régulée par la rétine. Alors, GABA, c'est acide gamma-aminobutyrique. Le système activateur ascendant réseau exécutif de veille, il comprend plusieurs ensembles neuronaux dont la voie commune finale est le cortex cérébral. Ces neurones sont de nature diverse, sérotoninergiques par les noyaux du raphet, noradrénergiques du locus coruleus, cholinergiques des noyaux du tegmentum pontique, dopaminergique de la substance grise périaqueducale ventrale et glutamatergique de la formation réticulée. Alors, alternance veille-sommeil, les interactions inhibitrices entre les neurones du sommeil situés dans la VLPO, donc l'aire préoptique, et les neurones du système ascendant d'éveil de la réticulée régiraient les alternances veille-sommeil avec l'hypocrétine comme facteur stabilisateur. C'est-à-dire qu'il y a une alternance entre les états d'éveil et de sommeil, et il y a une hormone qui s'appelle l'hypocrétine qui sert pour l'équilibre. Donc la bascule veille-sommeil, l'alternance veille-sommeil est le modèle d'interaction inhibitrice réciproque, c'est-à-dire que quand on est en état d'éveil, le sommeil est inhibé et vice-versa. En mode sommeil, mode d'éveil. En mode sommeil, bien entendu, le centre de l'éveil sera inhibé, alors qu'en mode éveil, bien entendu, il y aura des influx à partir des centres de l'éveil pour inhiber les centres du sommeil. Alors, lien entre deux fonctions physiologiques, veille-sommeil et activité physique. Donc, l'horloge interne, c'est elle qui règle les rythmes circadiens, l'éveil et le sommeil, qui sont donc des rythmes circadiens. L'éveil et le sommeil ont des interactions entre eux, étant donné que quand on est en phase de sommeil, l'éveil est inhibé et vice-versa. Il y a une relation entre le sommeil et l'activité physique, bien entendu, avec un sommeil, un bon sommeil, l'activité physique est meilleure. Quand on fait une activité physique, ça se répercute sur un bon sommeil. Quand on est en activité physique, on garde notre vigilance, on est en phase d'éveil. Il y a aussi le sommeil et l'éveil qui interagissent avec l'horloge interne, laquelle, avec ces informations, va aussi interagir avec l'activité physique. Veille, sommeil et chronobiologie, les principales fonctions biologiques au cours du nictémère. Alors, vers 21 heures, il y a un début de sécrétion de mélatonine, suivi d'un arrêt du péristaltisme intestinal. Vers minuit, c'est la pleine lune. Vers 2 heures du matin, c'est le sommeil le plus profond. À 4h30, la température est à son niveau le plus bas, mais dans les limites physiologiques. Arrêt de sécrétion de la mélatonine le matin.
suivi d'un péristaltisme intestinal qui reprend. Vers 10 heures, nous sommes dans une phase de meilleure vigilance. Vers midi, c'est le plein soleil. Vers 15 heures, il y a une baisse de la vigilance. Vers 17 heures, il y a une plus haute force musculaire. Vers 18h30, notre pression sanguine augmente et vers 19h, là aussi, la température est à son maximum, mais dans les limites physiologiques. Alors, les troubles du sommeil, nous avons les troubles du sommeil primaires. On cite les dysomnies intrinsèques. C'est par exemple l'insomnie psychologique en cas d'anxiété, quand il y a une détente insuffisante. Il y a ce qu'on appelle aussi la somnolence diurne. C'est le besoin impératif de sommeil dans la journée, avec latence d'endormissement courte et un passage rapide en phase de sommeil paradoxal. Alors, le syndrome d'apnée du sommeil, c'est des pauses respiratoires au cours du sommeil. Ça se voit surtout chez les sujets obèses. Les dysomnies extrinsèques, donc là, c'est des facteurs exogènes, alors que tout à l'heure, c'était des facteurs endogènes. Alors, ces facteurs extérieurs, nous pouvons citer les troubles du rythme circadien, les voyages intercontinentaux. C'est quelqu'un qui fait un voyage d'un continent à un autre. Par exemple, il démarre dans la journée à partir d'un pays d'origine. Il doit mettre 12, 14 ou 16 heures pour arriver à son pays de destination. Et s'il a démarré dans la journée, à partir de son pays d'origine, quand il va arriver au pays de destination, s'il va trouver que c'est la journée, donc il aura des troubles du sommeil. Les parasomnies, c'est des facteurs, c'est des troubles pendant le sommeil. Le somnambulisme, c'est quelqu'un qui marche la nuit. L'énurésie, c'est quelqu'un qui perd ses urines la nuit. Et le bruxisme, c'est des claquements de dents pendant le sommeil. Alors, pour les troubles du sommeil secondaire, c'est secondaire à des pathologies psychiatriques, les dépressions, les névroses, les psychoses, c'est quand quelqu'un est plus en contact avec la réalité, les pathologies neurologiques, l'épilepsie, les céphalées, c'est-à-dire les maux de tête, les migraines, et souvent dans les maladies générales comme l'asthme, où il y a des dyspnées, des troubles expiratoires qui vont donc gêner la personne pour dormir. Je pense que nous avons terminé avec ce cours. Je vous remercie.